Bonjour, on est Paul Dessivo et Timothée Ponsonnaille et aujourd'hui dans cette vidéo on va vous présenter nos travaux sur la conception d'un logiciel de trajectoire de balle de golf. Dans cette vidéo on l'a divisé en trois grands axes. Le premier axe qui portera sur l'étude physique de la balle de golf. Dans un second axe, on parlera de la confection du code sous MATLAB. Et finalement, dans un troisième temps, on illustrera ce code, du coup ce logiciel, avec des expériences et qu'est-ce qu'on a pu tirer de ces expériences. Donc là, on va passer à la première partie sur l'étude physique du problème. Cette partie, on l'a séparée en trois sous-parties, donc qui sont d'abord la recherche des équations du mouvement selon les trois axes x, y, z. Ensuite, on s'est intéressé aux coefficients de traînée et de portance, parce qu'ils varient en fonction du temps et c'était assez complexe de les identifier. Et enfin, on s'est concentré sur l'étude des rebonds successifs de la balle pendant la trajectoire. Donc pour les équations du mouvement, on a isolé la balle de golf comme système et on a observé les forces qui s'appliquaient à cette balle. Ces forces, c'est la pesanteur, c'est la force de traînée et la force de portance. On a aussi inclus la force du vent et l'effet Magnus dont on parlera juste après. Donc voilà, là, vous avez les trois équations. Pour les coefficients de traînée et de portance, on les a trouvés dans un document scientifique. Comme vous pouvez le voir, le coefficient de portance, donc CL, dépend directement de la vitesse de rotation de la balle, oméga. Et c'est ici que se manifeste l'effet Magnus. Pour le coefficient de traînée, on s'est servi de la courbe que vous voyez ci-dessous pour le trouver. Donc c'est une courbe qui est séparée en deux grandes parties. Et pour trouver le point de continuité des deux courbes, on a fait une petite étude mathématique qui nous a permis de trouver que c'était pour un nombre de Reynolds de 8 fois 10 puissance 4 que les deux courbes se rejoignaient. Donc là, vous avez les deux formules selon le nombre de Reynolds. Et enfin, pour le rebond, la première chose importante à trouver dans notre étude, c'était le coefficient de restitution d'énergie du gazon. Donc ce coefficient, on l'a aussi trouvé dans la littérature. On a trouvé qu'il était à peu près compris entre 0,12 et 0,50. Il pouvait beaucoup varier selon la vitesse de la balle. Le coefficient de restitution d'énergie, c'est le rapport entre la vitesse de la balle après le rebond et la vitesse avant le rebond, qui est forcément inférieur à 1 vu que la balle perd de l'énergie tout au long de la trajectoire. C'est assez bien illustré sur l'image de gauche, où on voit qu'à chaque rebond, la balle perd en hauteur et à la fin, elle finit par rouler. Et un autre problème, un autre point important de notre étude du rebond, ça a été la déformation du sol dès que la balle touche le sol. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la balle arrive sur le sol, elle le déforme parce qu'elle arrive avec de l'énergie. Et donc, cette déformation, on a dû la prendre en compte dans la simulation. Et ça s'est manifesté par un angle de rebond qu'on a imposé à la balle. Mais on a fait l'hypothèse, par contre, de considérer une déformation du sol seulement pour le premier rebond. Parce qu'après, on a dit que la balle avait plus assez d'énergie pour déformer le sol. Et que du coup, on a pris un angle de rebond. On a négligé cette déformation pour les rebonds qui suivaient. On peut peut-être passer à la deuxième partie du coup, sur le codage du problème sur MATLAB. Pour illustrer cette partie de la vidéo, de la présentation, on a décidé d'utiliser un organigramme pour pouvoir vous montrer plus en détail le code. Il faut savoir que notre code, on va dire, est convectionné grâce à deux boucles while. La première, il y a une première boucle while ici qui symbolise, on va dire, la création de la trajectoire entre deux rebonds. Et il y a une deuxième boucle while qui symbolise cette fois-ci les rebonds. Donc, dans un premier temps, on a d'abord les inputs qui vont entrer dans cette première boucle, le while de nos rebonds. Les inputs, il faut savoir que c'est la vitesse initiale donnée à la balle, la vitesse angulaire, le type de club de golf utilisé, la force du vent, etc. etc. Et donc, quand ces inputs rentrent dans la vitesse de la balle, il y a une première condition qui est vitesse de la balle
supérieure à Vmin. Vmin, c'est une vitesse arbitraire donnée par l'utilisateur qui symbolise simplement lorsque la vitesse n'est pas assez grande pour effectuer des rebonds et du coup que la balle commence à rouler. C'est-à-dire qu'on sort de cette boucle lorsque la balle commence à rouler. Mais donc si on rentre dans cette boucle, cela veut dire qu'on peut encore avoir des rebonds. Et donc cette fois-ci, on rentre dans la deuxième grande boucle while de notre système qui a pour condition la hauteur de la balle supérieure à 0. On a utilisé cette condition justement pour caractériser le moment où la balle touche le sol. Et finalement, en fait, la balle touche le sol dans notre programme lorsque on trouve un point Z, c'est-à-dire un point sur la hauteur qui est inférieur à 0. Ça veut donc dire que la balle touche le sol. Et dans ce cas-là, on arrête cette boucle-là et on passe directement à la partie rebond. Mais du coup, si la balle a une hauteur supérieure à 0, on fait des itérations qui vont résoudre les équations du mouvement. Et donc, ça va pouvoir nous donner la localisation à chaque instant T de la balle au cours de la trajectoire entre deux rebonds. Donc, je vais continuer sur cette histoire des rebonds. Lorsqu'on sort de cette boucle while, on arrive finalement au système expliqué précédemment par Paul sur les rebonds, où finalement, si c'est un premier rebond, alors on va utiliser les formules de Pinner, c'est-à-dire on va prendre en compte un angle de déformation lié du coup, à la déformation du sol. Et si ce n'est pas le premier rebond, alors on va simplement appliquer un coefficient de restitution seulement sans chercher à appliquer une certaine déformation. Et lorsqu'on a dépassé cette boucle, on retourne finalement à cette boucle while et ainsi de suite, ce qui nous permet d'avoir de nombreuses itérations qui à chaque fois vont nous donner les valeurs de la localisation de notre balle et ce qui donc in fine va nous donner globalement la trajectoire de la balle. Et finalement, pour illustrer cette trajectoire de la balle, la dernière étape de notre système, c'est simplement de créer un graphique qui va du coup illustrer tous les points de notre balle à chaque instant T, où T varie à chaque itération. Et finalement, c'est la fin de notre système. Ensuite, on va pouvoir vous parler de la création de notre solver. On va dire le but de ce solver, c'était que l'utilisateur qui utilise ce programme, le solver, rentre uniquement la localisation d'un trou de golf, par exemple à x égale 30 mètres, à y égale 50 mètres, qui rentre les valeurs extérieures du système, comme la force du vent, et que le programme, en retour, lui donne la vitesse initiale qu'il doit donner à sa balle, plus l'orientation que doit avoir l'usager pour pouvoir mettre la balle dans le trou. Ce solver nous a beaucoup aidé, notamment pour les expériences et pour illustrer, on va dire, l'influence de certains paramètres. Donc, on va maintenant parler d'abord du principe de dissection que tu peux expliquer. Ouais, du coup, pour le solver, on a décidé d'utiliser un simple principe de bisection ou de dichotomie. Dans un premier temps, en fait, notre solver, vu qu'il doit nous donner une vitesse initiale, on est parti du principe que le système que je vous ai montré précédemment avec l'organigramme, c'était une fonction et que la vitesse était le paramètre, un des paramètres de cette fonction. Et donc, on a fait osciller ce paramètre de telle sorte à trouver le résultat qui faisait que la balle de golf allait atterrir dans le trou. Et du coup, on a utilisé ce principe de bisection où on trouve la racine, de ce système-là. Pour finir, on a fait des expériences sur le programme. Donc, on s'est, dans cette partie, concentré sur les points qui nous semblaient les plus importants, c'est-à-dire les plus complexes à programmer. Donc, l'influence du vent et l'influence de la vitesse de la rotation de la balle sur sa trajectoire, comme on va pouvoir le voir maintenant sur notre programme.
Tout d'abord, on va quand même montrer, on va dire, notre programme, notre solver complet, où on peut rentrer chaque paramètre qui nous intéresse. Là, comme je vous ai parlé, on rentre la localisation du trou en X, en Y, on met des valeurs arbitraires. L'approximation basse qui va nous permettre de créer notre dichotomie. Encore une fois, on met des valeurs un peu arbitraires. Vitesse angulaire, orientation du vent. L'orientation du vent est traduite ici par un vecteur. Mais je te laisse parler un peu de ça, Paul. Donc, ce vecteur, c'est coordonnées x, y, z. Donc là, on voit qu'il a mis -1, 1, 0. Parce qu'en fait, la trajectoire de la balle sans vent, on l'a positionnée à 45 degrés par rapport à l'axe X, donc pile entre l'axe X et l'axe Y. Et donc là, on peut voir qu'on a pris un vent de -1, 1, 0, donc qui s'oppose à la trajectoire de la balle. Du coup, c'est un vent qui pousse en -1, 1, donc c'est un vent qui pousse dans ce sens-là. Et donc, du coup, lié à ça, l'utilisateur devra se placer, au lieu d'être à un angle de 45 degrés, comme convenu, vu que notre trou est situé à 30 mètres et 30 mètres de part et d'autre, et ben, il va devoir se décaler un petit peu. Et du coup, il va devoir se décaler de 37 degrés par rapport à l'axe X pour pouvoir mettre pour que sa balle finisse dans le trou. On peut voir aussi du coup la vitesse initiale de 25,3 mètres par seconde qu'il doit donner à la balle pour qu'elle finisse dans le trou. Du coup, comme on vous en a parlé, on va cette fois-ci uniquement se concentrer sur l'influence du vent. Donc, on utilise, on va dire, une version simplifiée de ce code-là, avec des valeurs de trou et de vitesse angulaire déjà appliquées, et on s'intéresse uniquement au vecteur vent et à la norme du vent, enfin à la vitesse du vent qu'on va utiliser. Par exemple, on peut prendre comme vecteur vent 1, 1, 0. En d'autres termes, ça veut dire que le vent va être derrière la balle et qu'elle va, en quelque sorte, ouais. Donc, pour le caractériser, on peut d'abord mettre un vecteur vent 1, 1, 0, mais mettre une vitesse de vent égale à 0. Donc, on va pouvoir voir que la vitesse est de 25 mètres par seconde. Cependant, si je mets du coup une vitesse de vent, je mets toujours le même vecteur, mais cette fois-ci, je vais lui donner une vraie valeur. Parce que du coup, s'il y a une vitesse de vent égale à 0, ce vecteur ne sert pas à grand-chose. Si on met par exemple 10 ou 20 ou 15, on peut se rendre compte que la vitesse que doit mettre l'utilisateur est simplement de 18,8 mètres par seconde. Pour atteindre le même trou, il va mettre moins de vitesse et donc moins de force. Et il y a carrément un delta de 6 mètres par seconde. Donc on voit, on va dire, l'influence du vent. Concernant, est-ce que je prends une autre orientation ou... pour la vitesse du vent? Ouais. Est-ce que je le roule haut? Pour tester la vitesse angulaire, tu veux dire? Non, juste l'orientation du vent. Bah, à la limite, je vais mettre l'inverse total, où c'est du coup un vent totalement contre. La trajectoire de la balle. Ouais. Et donc, on s'attend à du coup que l'usager doit mettre beaucoup plus de vitesse. Ouais, c'est ça. Donc avant, on a un delta de 3 à peu près mètres par seconde, donc on est passé de 25 à 28. Parce que du coup, vu que le vent s'oppose à la balle, l'utilisateur doit mettre plus de force dans la balle pour atteindre le trou. Ouais, on peut le voir ici. Voilà. Donc finalement, notre dernière expérience, c'est sur la vitesse angulaire, où, comme pour le vent, on a simplement, on met en input simplement la vitesse angulaire. Donc, par exemple, on va commencer avec une vitesse angulaire égale à 0 pour montrer l'influence. Donc, on a simplement une vitesse initiale de 25 mètres par seconde et
une orientation bêta de 44,5, donc c'est tout à fait normal. Mais cependant, si je relance et que je mets une vitesse angulaire de par exemple 100 radians par seconde ou peut-être 200 radians par seconde, on va se rendre compte qu'il y a un léger delta de 0,5 mètres par seconde. Donc, c'est sur ce point qu'on est un peu sceptique à nos résultats, parce qu'on constate que c'est assez logique. Évidemment, il faut mettre moins de vitesse. Si la balle a une vitesse de rotation initiale, on aura besoin de moins de vitesse pour atteindre le même trou, sachant que la vitesse de rotation de la balle, elle est prise pour aider la balle à chaque fois. Donc, elle a un vecteur normal qui est perpendiculaire à Z tout le temps. Mais simplement, on s'attendait à un delta plus important, parce que là, on passe de 25 mètres par seconde à 24,5. Donc, ce n'est pas vraiment le résultat escompté, même s'il y a une certaine logique derrière nos résultats. Et ça, du coup, même si c'est assez léger comme delta, ça montre, on va dire, l'effet Magnus, qui fait que l'effet Magnus va aider à la portance de la balle grâce à la rotation de celle-ci. Finalement, juste, je voudrais revenir sur le système, enfin sur le code vent, parce qu'on n'a pas parlé finalement de l'orientation qui change aussi. Donc, je vais me permettre de mettre, comme on avait vu, lorsqu'il n'y a pas de vent, on a une orientation équivalente à peu près 45 degrés. Mais du coup, lorsqu'il y a du vent qui pousse perpendiculairement la balle, du coup, l'usager est obligé de se mettre dans une position qui fait qu'il va devoir prévoir ce vent. Donc là, comme avant, on va mettre un vecteur vent perpendiculaire à la balle. Celui-là, il pourrait mettre 1, moins 1, 0. Non, moins 1, 0. Dans tous les cas, c'est de l'autre côté. Ah oui, pardon. Et du coup, un vent de 20 mètres par seconde. Et donc, ce qui fait que l'orientation est de 29 degrés par rapport à l'axe X, même si notre solver n'est pas très précis, on se rend quand même bien compte de l'influence énorme du vent sur l'orientation que doit prendre l'utilisateur. On a donc pu vous montrer quelle était la finalité de notre code, quelles conclusions on a pu porter sur différentes influences de paramètres. Et donc, il y en a qui ont plus marché que d'autres, mais globalement, on est assez content du résultat obtenu parce que le logiciel semble plutôt bien fonctionner. Et on vous remercie pour nous avoir écoutés, à moins que tu veuilles conclure par quelque chose. Non, merci. Merci de votre écoute. Au revoir. Pas mal. Juste, j'ai peur qu'elle soit hyper grande, hyper